Bonjour à tous, bonjour à toute la famille qui me rejoint ce soir pour parler de la transition alimentaire et de son impact sur notre quotidien, notre vie sociale, sur notre vie professionnelle, sur l'impact financier et sur l'évolution de la douleur en fait, comment ça se passe. À partir du moment où on commence à changer d'alimentation, comme je l'ai dit précédemment, avant tout changement, il faut être convaincu. Être convaincu signifie d'avoir pris un minimum, voire un maximum d'informations. Et pour ce faire, moi je vous invite pour mesurer et comprendre l'impact que ça a sur votre vie, encore une fois et toujours, de faire un journal alimentaire. Ça, c'est un journal qui va vous suivre pendant plusieurs années. Et donc de là, en fait, il va falloir commencer par appréhender de nouvelles habitudes alimentaires, mais comme un enfant. Comme un enfant, vous allez arriver à l'alimentation diversifiée. Vous voyez la diversification, quand on lui fait goûter d'abord un fruit, puis un légume, et ben vous allez faire exactement pareil. Vraiment, l'objectif, c'est d'élargir son palais gustatif. Vous voyez, un peu comme dans Ratatouille, une explosion de saveurs dans la bouche. Notre objectif, à terme, il est vraiment là, d'avoir un maximum de saveurs, un maximum de goût dans la bouche. Donc de ça, ça demande du temps. De tester, d'y aller progressivement, pas à pas, et de rester ouvert en fait aux nouvelles saveurs, de ne pas avoir peur de goûter. Ça, c'est la première chose que ça va changer dans vos habitudes. Ne pas avoir peur de goûter. L'objectif, c'est qu'elles deviennent de plus en plus colorées. Plus il y a de couleurs, plus c'est anti-inflammatoire. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, pareil, on y va pas à pas, petit à petit, de manière à ajouter. Donc si au départ vous êtes plus à l'aise avec du riz basmati, le riz n'est pas inflammatoire, mais il n'apporte pas d'antioxydants. Donc il n'est pas anti-inflammatoire. Auquel cas, il faut y mettre des légumes. Donc au fur et à mesure, vous allez ajouter des légumes, faire des essais, des erreurs et des fautes de goût, comme j'ai déjà dit. Et je vous invite également à manger en 20 minutes, et donc de mâcher 30 fois. Alors pas de panique, personne n'y arrive, mais l'objectif c'est d'y arriver. Parce qu'en mâchant 30 fois, en fait, ça va donner à votre cerveau le temps d'assimiler toutes les saveurs, tous les goûts, tous les mélanges, en fait. Et ça va aussi vous permettre d'avoir le temps d'appréhender la sensation de faim, en fait, et de voir si vous avez plus faim. Parce que je le rappelle, on mange. Un régime anti-inflammatoire, on ne s'affame pas. On mange. Donc l'objectif, c'est de manger anti-inflammatoire et à sa faim. Pas de diète culture ici. Donc on ne compte pas les calories, on ne pèse pas son assiette, on jauge simplement si on n'a plus faim. On jauge simplement si on n'a plus faim. Ça, c'est le premier objectif. Donc diversifier son assiette comme les gamins, comme vous le faites avec vos petits, et ne plus avoir faim. Je disais après que ça allait impacter donc nos habitudes de consommation. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir de nouveaux produits. Par exemple, tout ce qui est oléagineux. C'était pas quelque chose, en ce qui me concerne, que je mangeais spécifiquement avant. J'en mange, je ne me l'interdisais pas, mais ça faisait pas partie de mon quotidien. À partir du moment où j'ai commencé à manger davantage de noix, noisettes, amandes, noix de cajou, noix de pécan, noix de Grenoble, noix de tout ce qui me tombait sous la main, graines en tout genre, ça c'est des produits qui ont quand même un certain prix. Et forcément, ça va aussi modifier nos lieux de sortie. C'est-à-dire que si avant vous aviez l'habitude d'aller boire un verre dans les chaînes diverses et variées que l'on connaît dans les grandes villes par exemple, et manger des tapas avec de la bière, ça va être compliqué en fait. Là, très clairement, ça va être compliqué. Maintenant, il y a des lieux de sortie qui sont très bien, où vous allez avoir des planches avec des petits légumes et du houmous, hein, ça se fait. Hein. Donc après, forcément, ce ne sera pas parfait au niveau du côté anti-inflammatoire, mais là, ce sera à vous de jauger, grâce au journal alimentaire. Ça va également aussi impacter nos lieux de course. Parce que si vous aviez, comme beaucoup de citadins, l'habitude d'aller dans les grands centres commerciaux, bah là, en fait, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est oléagineux en centres commerciaux, par contre, là, ça coûte beaucoup plus cher. Alors que, bizarrement, ça coûte moins cher dans un magasin bio en vrac. Cherchez l'erreur. Donc, vous comprendrez que, typiquement, ça va modifier vos lieux de course et donc impacter le type de course que vous allez faire et votre organisation autour des courses. Si par exemple vous alliez une fois par mois faire vos courses dans un grand supermarché et puis ponctuellement à la petite épicerie du coin acheter des légumes dans le mois, parce que bon, les légumes ne restent pas frais un mois,
quoique avec les pesticides, ils se conservent très longtemps. Forcément, ce sera plus du tout le cas à partir du moment où vous mangez bio. Déjà, vous en ferez moins parce que le bio s'abîme plus vite. Par définition, il n'y a pas de conservateur, donc ça ne se conserve pas. C'est QFD. On ne peut pas demander d'un produit sans conservateur qu'il se conserve. Ça va de pair. Donc forcément, c'est des produits qui se conserveront beaucoup moins bien. Donc du coup, vous en achèterez plus souvent, mais en plus petite quantité. Et comme c'est cher, vous allez faire en sorte que ça termine dans votre estomac et pas dans la poubelle. Et donc ça, c'est pour ce qui est des habitudes de vie. Mais ça a également un impact sur la vie sociale. C'est-à-dire que plus on s'informe, moins on va vers la junk food. Et à partir du moment où on intègre cette notion comme étant des dames nature, on a envie de faire partie de l'écosystème. Parce que quand on comprend ce que l'écosystème nous apporte, on ne peut pas s'en extraire. On ne peut pas être l'expression bien connue aujourd'hui qu'on appelle hors sol. Donc, on aura tendance à être de plus en plus dedans, de plus en plus impliqué, concerné dans notre manière de consommer vers des produits qui sont beaucoup plus éco-responsables. Éco-responsables voulant dire qu'ils maintiennent effectivement dans l'écologie au sens large, vue économique, enfin, d'un point de vue pollution, d'un point de vue climaticide. Vous aurez plus envie de donner en fait votre énergie, à savoir votre argent durement gagné. Vous aurez beaucoup moins envie qu'il contribue à un système mortifère dans lequel on est aujourd'hui et qui, en plus de l'écologie, impacte directement notre santé. Vous vous rendrez compte de l'impact que le changement d'alimentation a sur vous, vous comprendrez l'impact que l'alimentation et le modèle économique dans lequel on est a sur la planète. D'une certaine façon, la planète, c'est nous, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et là où ça va être un petit peu sport, en fait, ça va être notre rapport aux autres. Parce que forcément, ça va impacter notre rapport aux autres. Forcément. On va avoir des amis qui vont bien comprendre notre changement de paradigme, hein, parce que c'est vraiment un système de pensée qui évolue. Hein. Donc on va avoir des amis, des collègues, de la famille qui vont très bien comprendre ce système et ce changement de paradigme, qui vont plus ou moins nous accompagner sur cette voie. Alors après, chacun dans leur mesure, hein, et selon leurs propres convictions et leurs propres connaissances. On en revient toujours à ça. Mais il y en aura d'autres, ils ne vont pas comprendre nos choix. Parce que même s'ils savent qu'on a raison, c'est juste quelque chose de... C'est hors de leur champ de conscience, c'est trop compliqué pour eux à suivre. Et quelque part, ça va les déranger, en fait, de suivre ça. Ça va les déranger qu'on puisse, quelque part, avoir raison. Et ça va les déranger qu'on se mette en premier. Parce que ce sont des personnes qui, pour toutes ces raisons-là, ne sont pas capables de le faire. Parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre en premier. Ils ne sont pas capables de revoir leur système de pensée et de valeurs, de peur de se faire exclure du groupe. Ils ne sont pas capables, ou ils n'ont pas envie, en fait, tout simplement de comprendre, et ils préfèrent maintenir le système de consommation dans lequel on vit aujourd'hui. Et il y en a même carrément qui vont devenir hostiles à ça. C'est-à-dire que c'est des personnes, tant qu'on était malade, pas bien, ils étaient très compatissants, très bienveillants. À partir du moment où on se donne les moyens d'aller mieux et que parfois même on a des résultats assez rapidement, bizarrement, ils sont moins là, quoi. Ça porte un nom, ça s'appelle la jalousie. Vous savez, ça demande beaucoup de cran, ça demande beaucoup de courage de sortir de son système de pensée, de sortir de sa zone de confort et de s'exposer aux autres. Ça demande vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force. Tout le monde n'est pas capable de ça. Et ça, il faut que vous le sachiez. Et parce que tout le monde n'a pas la capacité à le faire et à se mettre en priorité, ben dès que vous le faites, ça peut gêner votre environnement. Donc, soyez conscient de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut simplement dire qu'il faut en être conscient pour s'en prémunir. Et que le moment venu, ben, quand la personne est comme ça, tu dis, ben, écoute, t'es OK avec ça? Moi, je suis OK avec ça. On fait comment? Tu me laisses vivre comme je l'ai décidé. Moi, je ne t'oblige à rien. Tu m'as posé une question, je te réponds. Si ma réponse ne te plaît pas, fallait pas me poser la question. C'est tout. Ça aura également un impact sur notre rapport au travail et notre vie professionnelle. Beaucoup d'entre vous vont s'apercevoir qu'elles consacrent le peu d'énergie qu'elles ont à leur métier, qu'elles aiment beaucoup, c'est pas la question. Hein. Mais maintenant qu'elles recouvrent un peu d'énergie, elles se rendent compte qu'en faisant un tout petit peu moins, elles pourraient faire d'autres choses à côté. Parce qu'on ne vit pas pour travailler, hein. On travaille pour vivre, une nuance. Mais quand on est en mode survie,
quand on dérouille en fait H24, le travail c'est important parce que quelque part c'est ce qui nous maintient dans la société, c'est ce qui nous maintient dans le système. Et là, à travers le travail, on a le sentiment d'exister, donc on s'y accroche. C'est une façon quelque part de se battre contre la maladie que je partage. Mais peut-être qu'après on va se rendre compte que c'est le travail qu'on fait qui ne nécessite pas autant d'énergie. C'est le travail qu'on fait qui ne mérite pas autant d'énergie parce que, dixit les points précédents, il ne répond plus à notre système de valeurs. Ça, c'est compliqué à admettre. Et en plus, on va se rendre compte que c'est un but. C'est ce qui nous maintient dans la société. Quand on est en mode anti-inflammatoire, on va dire ça comme ça, le travail est un moyen. C'est ce qui nous permet d'avoir accès à ces produits-là. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir accès à un certain niveau de vie, à une certaine qualité de vie, et même à recouvrer certaines activités, chose qu'on ne faisait pas avant. Par exemple, quand moi j'étais souvent malade, non, mais j'étais surtout très fatiguée, il y a des activités après le travail que je ne faisais pas, tout simplement, j'étais trop KO pour le faire. Déjà, je rentrais chez moi, à 19h, je dormais, vous voyez. Et à partir du moment où je recouvrais une certaine énergie, le soir, je sors. Donc, je me loupe plus souvent au réveil. Et du coup, quand je suis fatiguée, on me dit c'est peut-être parce que tu manques de sommeil. Mais quand avant, je manquais de vie sociale, ça te posait pas de problème. Hein? Là, c'est pareil. Fais comme si c'était la même chose. C'est quand même dingue, parce qu'à côté de ça, vous allez avoir d'autres, eux, ils sortent du matin au soir, du soir au matin. Le matin, ils arrivent au boulot, ils sont éclatés, personne ne leur dit rien. Quand c'est vous étiez malade et éclaté, personne ne vous disait rien. Maintenant, vous êtes malade, éclaté, mais parce que vous avez passé une bonne soirée, on va vous dire c'est parce que tu n'as pas assez dormi. C'est quoi le concept en fait? Mais c'est comme ça. Il faut avoir conscience de ces choses-là pour ne pas être, encore une fois, trop affecté et pouvoir le vivre avec sérénité. Vraiment. Vous aurez en fait tout simplement moins envie de consacrer d'énergie à votre travail et c'est ça qui est important. C'est vraiment d'aller de plus en plus vers des choses extérieures qui vous nourrissent, mais nourrissent sur un plan psycho-émotionnel. Vous entendez beaucoup parler de la gestion des émotions et tout ça. Mais en vrai, si vous avez une vie qui se résume à aller bosser et être malade, il n'y a pas de kiff. Par contre, si vous commencez à avoir des loisirs, sortir, refaire du sport, refaire des activités avec des amis ou autres, là, d'un coup d'un seul, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la joie de vivre et ça va vous rebooster en fait. Et ça, c'est tout aussi important que l'alimentation. Le kiff, c'est la base. Quand on mange, on kiffe. Quand on vit, on kiffe. C'est la base. Et il va y avoir aussi quelque part, en tout cas ça a été un peu pour moi le cas, une perte de sens dans le travail. C'est-à-dire que ce que l'on fait c'est bien, c'était génial, enfin je regrette pas ce que j'ai pu faire comme métier, mais aujourd'hui ça correspond plus aux valeurs que j'ai acquises en changeant d'alimentation. Parce que j'avais plutôt un métier climaticide, parce que je peux même difficilement parler de ça au travail, parce que en fait, je peux travailler pour des gens qui contribuent un petit peu aux problématiques du climat. Donc, vous voyez, je me retrouve dans une posture un peu ambiguë. Et d'où le fait que, par exemple, je ne donne pas mon nom. Voilà. Donc, du coup, ça peut être compliqué, en fait. Et il y a vraiment le boulot qui perd du sens, de l'intérêt et même de la valeur sur un plan des valeurs personnelles. C'est-à-dire qu'il y a certains jobs, quand on les dit, on nous passe pour des « Oh, ouais, cette personne, elle est waouh, waouh, waouh ». Mais moi, quand je l'entends, aujourd'hui, j'entends plutôt quelqu'un qui contribue à la pollution, qui contribue à me rendre malade. Vous voyez, j'ai plus du tout le même rapport à ça. Et en plus, l'alimentation a aussi un impact. Quand je dis l'alimentation, c'est pas le fait d'acheter des aliments. C'est tout le système de pensée qu'il va y avoir autour. Parce que comme je vous le dis, pour moi, il faut être convaincu. On ne change pas d'alimentation parce qu'on le doit. On change d'alimentation parce qu'on est convaincu. On est convaincu du bien que ça nous fait, du bien que ça va faire aux autres, du bien que ça va apporter à notre famille quand on a une famille, du bien que ça va faire à nos enfants. On en est convaincu en fait. Et c'est de là que tout part. Du coup, on a l'impression que ça va coûter cher en fait de changer d'alimentation. Alors qu'en fait, ça ne coûte cher si et seulement si on maintient le mode de consommation conventionnel. À savoir, vous aviez l'habitude d'acheter des goûters pour vos enfants de grandes marques dans la grande distribution. Vous allez dans votre magasin bio acheter des produits équivalents et entre nous vachement moins bons, plus cher.
là, effectivement, vous allez avoir un problème. Parce qu'effectivement, ça va exploser votre budget. Du coup, ça demande de revoir en fait ses priorités. À savoir, est-ce que ce type de produits sont importants dans ma vie? Est-ce que ce type de produits sont importants? Et comment je vais organiser, articuler ma vie autour d'une autre consommation, d'un autre modèle de consommation? Et puis, moi, je vous conseillerais aussi, parce qu'il y a des choses qui ne se mangent pas. Hein, parce que pour moi, la priorité, c'est quand même de bouffer. Hein, la priorité, elle est là. Donc, du coup, il y a d'autres produits, bah, eux, ils ne se mangent pas, en fait. Et ces produits-là, bah, à voir comment les mutualiser. Typiquement, les produits ménagers, les produits cosmétiques, les produits d'hygiène et de soins corporels. Ce sont des choses, soit on les fait soi-même. Par exemple, je fais ma crème pour le corps avec du beurre de cacao, avec lequel bah, je peux faire des coquilles. Vous voyez? Et avec lequel bah, je fais mon baume pour les cheveux. Tout peut être mutualisé. Ça demande de la créativité. Et c'est pour ça que j'apprécie, j'ai envie de dire, j'apprécie le voyage. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire pour moi-même et par moi-même, qui ne me coûtaient pas tant que ça en termes de temps et d'argent. Et surtout même qui ne me coûtaient rien. Parce que typiquement, moi, les produits pour la peau, je sais pas, je suis passée de 100 euros produits peau et cheveux. Hein, parce que bon, j'ai les cheveux afro, comme vous avez pu le constater. Donc ces cheveux-là c'est des cheveux de luxe, ça demande du soin. Sinon je suis chauve ou je fais la vaisselle avec, hein, au choix. Et j'en avais pour une centaine d'euros par mois. Bon, je suis peut-être passée à 50, 80 euros par an. Donc vous voyez, il y a une mutualisation qui se fait en fait en termes de dépenses qui n'est pas négligeable. Et en termes de temps aussi, parce que les produits capillaires spécifiques, je ne vais pas les trouver en grande surface. Ou en tout cas, si on les trouve, c'est que maintenant. Avant, on ne les trouvait pas. Donc ça demandait de faire 14 millions de boutiques. Donc au lieu de faire 14 millions de boutiques pour la peau, les cheveux et la bouffe, eh ben, on va faire plusieurs boutiques pour la viande, le poisson et puis tout ce qui est fruits et légumes en magasin bio. Là, je parle en tant que citadine. Pour les personnes qui sont moins citadins, qui sont plutôt en zone rurale, je vous invite. Ça demande du temps. Hein. Prenez votre temps, faites des recherches autour de chez vous. Discuter avec les voisins. Quand vous allez dans votre magasin bio et qu'il se fournit près d'un fournisseur, bah, demandez-le tout simplement où est-ce qu'il habite. Ça se trouve, le producteur il est à 2 rues de chez vous et vous allez faire 5 km pour aller l'acheter au magasin bio alors que vous pourriez l'acheter en grande directement dans ses mains et donc gagner sur la marge. Parce que forcément, qui dit revente dit marge. Hein. Donc voilà, ayez vraiment cette réflexion-là. Et c'est pour ça que je maintiens depuis le début, je vous dis, ça prend du temps. C'est pas vrai, on ne change pas d'habitude comme ça. Ensuite, pour ce qui est comment observer ces changements, en fait, l'impact que ça a, depuis le début, je parle du journal alimentaire, parce que tout doit être noté dedans. Donc ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on grignote, tous les jours doit être noté dans son journal. Ça permet de suivre ses habitudes et de voir ce que l'on a mangé et surtout de le conscientiser. À partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous ne mangez plus, entre guillemets, n'importe quoi. Et quand vous mangez n'importe quoi, de toute façon, c'est conscientisé. En soi, c'est plus un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais dans le mode de consommation conventionnelle, quand j'avais des douleurs, je ne pouvais pas l'associer à des aliments, tout simplement parce que je n'étais pas forcément consciente que à la machine à café, il y avait une collègue qui m'avait donné une barre chocolatée. J'avais simplement pas conscientisé qu'à la machine à café, j'avais pas pris un café, j'avais pris un chocolat au lait ou un cappuccino. J'avais pas forcément conscientisé, j'aime bien le cappuccino, je bois du cappuccino et alors, je vois pas où est le problème. Donc tout ça, c'est pas conscient, donc je ne me rendais ni compte des quantités ni de la fréquence. Si c'est dans le journal alimentaire, vous allez vous rendre compte des quantités des produits qui sont dits inflammatoires, de la fréquence à laquelle vous les consommez. Et c'est sur ça qu'il faut travailler pour pouvoir justement augmenter les choses que vous consommez très bien en augmentant tout simplement les quantités et la fréquence aussi. Vous voyez, l'objectif vraiment pour les débuts, il est là. C'est de conscientiser ce qu'on a dans son assiette pour réajuster par rapport à ce que l'on a déjà et ce que l'on fait déjà. Je me suis rendu compte, par exemple, que mon assiette, c'était comme beaucoup de gens, comme on voit à la télé, on la coupait en deux. D'un côté, il y avait la viande, enfin, produits animaux, et de l'autre côté, il y avait des légumes, du riz. C'est pas coloré, donc c'est pas anti-inflammatoire. Donc, avant de diminuer la quantité de viande, j'ai augmenté la part de légumes. Et comme je sais que ce qui est antioxydant, anti-inflammatoire, ce sont les légumes, je mangeais mon riz et mes légumes.
et ben du coup, je réduisais naturellement la quantité de produits animaux, parce que j'avais plus faim en fait. Et en fait, c'est des ajustements comme ça qu'il faut faire. Et pour ce qui est de l'observance maintenant des améliorations, c'est-à-dire que vous allez, l'objectif c'est quand même d'avoir moins de douleur, hein. Du coup, vous souffrirez moins. Mais pour ça, il faut arriver à objectiver la douleur. Donc dans votre journal alimentaire, il faut aussi marquer la douleur. Moi, je vous invite à utiliser l'échelle de la douleur qu'on utilise en milieu hospitalier. Elle n'est pas parfaite, mais alors elle mérite d'être relativement factuelle. Ce qui fait que vous notez toutes les douleurs, pas juste j'ai mal. Vous dites j'ai mal au cou, cervical, j'ai des céphalées de tension, j'ai le cou raide, j'ai mal au coude, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, bon, forcément la zone pelvienne, j'ai l'endobélie. Quelle est la mesure de la douleur? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste là, qui me gêne? Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais ça ne m'empêche pas de fonctionner. Ça me gêne, ça me limite dans mes mouvements, ça m'empêche d'exercer certains mouvements, ça me freine dans certains mouvements, ça m'empêche tout simplement certaines activités où je suis complètement alitée. Vous voyez, dans les grandes largeurs, notez une échelle de valeur un peu comme celle-ci, de manière à savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la douleur. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de votre changement d'alimentation, vous allez vous rendre compte des progrès que vous faites ou pas. Et comment voir quand la douleur, elle diminue? C'est quand vous vous rendrez compte que, certes, elle est toujours là, mais elle ne vous freine plus. Maintenant, ce n'est plus qu'une gêne. Que vous aviez une gêne et maintenant, vous n'avez plus rien. Que c'était invalidant et maintenant, c'est juste, ça limite mes mouvements. Vous voyez? Se rendre compte comme ça que la douleur, elle diminue et qu'il y a des douleurs carrément qui vont disparaître. On avait la peau qui grattait, qui était très sèche. Bizarrement, elle n'est plus aussi sèche, elle gratte plus autant. Toutes ces petites choses-là, on ne dirait pas comme ça, mais c'est super important parce qu'en fait, l'alimentation ne cible pas l'endométriose. L'alimentation ne fait que donner à notre corps suffisamment d'énergie pour combattre ce qui l'attaque. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait plus de soldats qui battent, qu'attaquent la maladie, que la maladie qui est de soldats. Oui, c'est ça le but. Mais parfois, il arrive que l'on puisse observer, il arrive assez souvent même pour être honnête, qu'on observe une aggravation des symptômes. Et c'était là où je voulais en venir parce que c'est le point le plus important et le plus décourageant. C'est quelque chose qui a été documenté en fait par le docteur Seignalais qui s'appelle les crises de détox. Lui, il appelait ça à l'époque des crises de guérison, mais pour des raisons de sémantique et de justesse, on ne va pas parler de guérison, on va parler de détox. C'est-à-dire qu'il considérait les maladies comme la nôtre comme une maladie dite d'encrassement, c'est-à-dire que le corps il fait des amas de trucs bizarres parce qu'il ne sait pas les évacuer. En énergétique chinoise, par exemple, on va vous dire que votre énergie elle est bloquée. Donc comme l'énergie elle est bloquée, ça stagne. Comme ça stagne, ça crée des blocages, des freins, des douleurs et ça circule plus. Comme ça circule plus, on est constipé, on fait des kystes, des amas de quoi que ce soit, hein. Fibrome, endométriose, ovaire polykystique, que sais-je, ça s'agglutine en fait. Et donc du coup, pour lui, à partir du moment où on encrasse moins son corps avec l'alimentation anti-inflammatoire dite hypotoxique, hypo, faible en toxique, il part du principe que forcément le corps va avoir suffisamment de capacité à se régénérer et donc en fait à dégager les cochoncetés qu'on a emmagasinés. Donc à partir du moment où on commence à pouvoir relarguer en fait le corps selon les gens, ça va être d'un coup ça va être un lâcher de faux, il va tout balancer d'un coup pour se débarrasser une bonne fois pour toutes. D'autres ça va être petit peu par petit peu, donc il va y avoir des périodes de crise comme ça. Et ça faut les noter. Il faut noter ces périodes de crise et le temps qu'elles durent. C'est important parce que ça montre que ça fonctionne. Et parfois, souvent aussi, je vous invite à regarder dans votre journal alimentaire ce que vous avez mangé les 3 derniers jours. Et dans ces 3 derniers jours, soit il y a un aliment réputé inflammatoire, comme quelque chose qui contient du gluten ou des produits laitiers, ou un produit industriel à transformer, même sans, d'accord? Ou bien c'est une crise de détox. Mais c'est important de le noter, de noter aussi les symptômes que l'on a, et bien évidemment, cela va sans dire de consulter un médecin. Parce qu'il peut s'agir de toute autre chose. C'est vrai que quand le corps décompense, par exemple, j'avais fait une crise de détox comme ça, j'ai fini avec une rage de dents. J'ai fini chez le dentiste, hein, d'accord? Donc,
Et avoir ça en conscience et se dire que dans les deux cas, ça prouve que ça fonctionne. C'est-à-dire que si votre corps réagit à quelque chose, un toxique, on va dire, quelque chose d'inflammatoire et qui crée de l'inflammation, bah, c'est que ça fonctionne. Pas d'autres mots. Hein, je sais pas, on va pas chercher le midi à 14 heures, ça fonctionne. Donc on arrête. Et si votre corps, alors que vous n'avez rien mangé d'inflammatoire, réagit, c'est qu'il est en train de se débarrasser des toxines. Et c'est ça la crise de détox. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça veut dire que vous êtes vraiment en train de vous débarrasser. C'est un émonctoire, l'utérus. Un émonctoire, c'est une interface entre deux milieux. Et votre utérus, il est en train de tout dégager. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. C'est plutôt pas mal en fait que le corps se nettoie. Donc il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher des crises détox à 12 000 $ dans un magasin bio. Il suffit simplement de ne pas manger de toxines. C'est pour ça qu'on recommande de manger le plus brut, bio, local et de saison. Brut, parce que ça n'a pas été modifié par l'agro-industrie, donc il n'y a pas d'adjuvants, de comment ils appellent ça, d'agents pour faciliter tout ce qui est conditionnement et autres facilitants industriels. Je ne me rappelle plus du nom exact. Il n'y a plus, il n'y a pas d'excès de graisse, pas d'excès de sucre. Vous voyez, le concept, il est là en fait. Et donc, je pense avoir fait le tour du sujet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite sur ces bonnes paroles une très bonne soirée. Et je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour parler cette fois-ci d'alimentation anti-inflammatoire et de l'argent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.